Donc en ce sens-là, c'est peut-être normal que Smith et d'autres après reprennent cette idée-là ou mentionnent les idées des physiocrates comme étant importantes pour eux, puisque c'était la première fois peut-être qu'on établissait cet ordre naturel et qu'on donnait les mesures pour le maintenir. Selon Adam Smith, c'est ici, dans ce coin très reculé du globe, qu'on aurait pu vérifier l'ordre naturel du libre marché. Ce qu'on peut voir dans le travail de Smith est un exercice consistant à mettre au point une science de l'homme absolument énorme. Smith pensait que l'origine de l'économie s'ancrait dans l'inclination naturelle des hommes à pratiquer le troc et le commerce. Il en tenait pour preuve les tribus sauvages, selon ses termes, des Amériques. Adam Smith a été la première personne à exposer ça de façon élaborée et explicite. Autant jadis, quand l'argent n'existait pas encore, les gens devaient se contenter de s'échanger des choses. J'aurais dit par exemple, écoute, je vais te donner 20 poulets pour cette vache. Bon, d'accord, peut-être 25 poulets. When we lived in caves, there were no shopping malls, and people's manners were Neanderthal. I'll give you this for that, that for this. We'll make a trade called barter. I'll give you this for that, that for this. We'll have it made with barter. On négociait, on concluait un marché, et voilà comment fonctionnait l'économie. Petit à petit, c'est devenu malcommode. Peut-être que tu ne veux pas de mes poulets, je ne possède rien d'autre qui t'intéresse. On s'entend sur quelque chose dont tout le monde voudra, et voilà l'argent qui arrive. L'idée radicalement nouvelle de Smith a été d'étudier l'économie in vitro, indépendamment de tout contexte social, culturel, moral ou religieux, comme n'importe quel chercheur l'aurait fait pour une science expérimentale. Intuitivement, ça paraît logique. Le problème, c'est que ce n'est pas vrai. Personne n'a réussi à trouver un seul endroit où ait eu lieu ce type de transaction. Et quand on y pense, il est facile de comprendre pourquoi. Parce que ça part du principe que même au néolithique, tout le monde faisait des affaires avec tout le monde en utilisant ce que les économistes appellent le marché au comptant. Je te donne ci, tu me donnes ça, et tout le monde est content. La théorie du troc avancée par Adam Smith aurait facilement pu être mise à l'épreuve chez les chasseurs de cette communauté isolée dans leur façon d'échanger le produit de leur chasse. Le problème, c'est qu'il n'en est pas et n'en a jamais été ainsi. Liberato, de nos jours, comment se passe le partage de la viande? Est-ce que celui qui a chassé la ramène chez lui? Oui, celui qui chasse le gibier le garde. Mais autrefois, c'était différent. Autrefois, on le cuisinait comme ça, tout entier, dans une grande marmite. Et là, on préparait l'animal et on invitait toute la communauté, tout le village. Et on le mangeait tous ensemble. Les anthropologues appellent ce système de partage communautaire la réciprocité. Pour les Mairunas, comme pour la plupart des tribus indigènes, cela appartient au passé. Aujourd'hui, personne au sein de la communauté ne va manger ce gibier. Il sera vendu au marché à quelques heures de bateau. La réciprocité est un système qui fonctionne au sein du groupe, de la famille. Quand on parle de famille, il faut toujours comprendre la famille étendue, qui peut parfois être très nombreuse. Je chasse
j'ai l'obligation de distribuer une partie de l'animal à ceux qui constituent mon cercle de relations. Et quand ils chassent, ils font de même. Quand je pêche, c'est la même chose. Ce n'est pas ce qu'on appelle le troc, car le troc, c'est « prends ceci et donne-moi cela ». Ici, ce n'est pas la même chose, c'est plutôt « je te donne ça maintenant, et quand tu auras quelque chose, tu m'en donneras ». Adam Smith, on ne peut pas vraiment l'en blâmer, car il n'avait pas de preuves. Mais depuis, les économistes se sont vus répéter par les anthropologues que non, les gens ne fonctionnent pas comme ça. Cela fait 200 ans que nous cherchons cette société qui n'existe pas. Mais les économistes se sentent toujours obligés de raconter la même histoire. C'est clair que cette version les arrange, mais elle n'a rien à voir avec l'histoire ou la réalité empirique. Les Maijunas ne sont pas passés du troc et de l'échange à l'économie de marché par une évolution naturelle. Ce sont la colonisation et la loi du marché qui les ont rattrapés au moment de la découverte du caoutchouc en Amazonie à la fin du 19e. Beaucoup de Maijunas et d'autres tribus furent tués et réduits en esclavage avec l'essor de l'exploitation du caoutchouc. Il ne reste que quelques photos pâlies et la mémoire collective de cet asservissement. Ils ont travaillé uniquement comme des esclaves. Leur notion de l'argent ne dépassait pas la valeur d'un vêtement. C'est comme ça que je vois les choses. Les Maijunas sont trop travaillés. Si la science de l'homme d'Adam Smith ne peut expliquer les fondations de l'économie de marché, comment savoir pourquoi celle-ci s'est finalement imposée? Qui fait le capitalisme? Pour les idéologues, ce sont les grands penseurs. Smith, Ricardo. Pour moi, ce sont les marchands de Venise, les marchands de Bruges. Ce sont les acteurs qui inventent les institutions du capitalisme. Et Adam Smith est simplement une lointaine justification de ce mécanisme-là dans le domaine des idées. Alors le capitalisme ne serait pas la mise en œuvre d'un concept, mais le résultat d'un processus historique qui a transformé les Maijunas et chacun de nous en Homo economicus. Il y a une date clé à la source de ce bouleversement historique. La découverte de l'Amérique a été l'événement fondateur de la révolution scientifique et du capitalisme, les deux événements étant étroitement liés. Scientifiquement parlant, la découverte de l'Amérique constitue un élément fondateur. Selon la conception traditionnellement admise jusque-là, la somme des savoirs, toutes les connaissances essentielles en notre possession, étaient découvertes par les anciens et figuraient dans les Saintes Écritures, l'Ancien et le Nouveau Testament. Il ne nous restait plus qu'à les étudier et en appliquer les enseignements. À peine découvert un nouveau monde, les Européens se sont empressés de le conquérir, de le coloniser, d'en piller les richesses, d'en exploiter les champs de tabac et de coton, les mines d'or et d'argent. Conquérir et contrôler l'Amérique exigeait l'acquisition rapide d'immenses connaissances nouvelles en géographie, anthropologie, linguistique, sur les plantes, les animaux et le climat. C'est ce qu'ont fait les Européens. La découverte des Amériques a été le catalyseur de la révolution scientifique. Quelle a été sa part dans l'évolution du capitalisme?
Ce qui est intéressant, c'est que tous nos débats sur l'histoire du monde, je crois, reposent sur des bases fausses. On se demande pourquoi l'Europe était en mesure de conquérir le monde et pas d'autres civilisations. Eh bien, peut-être que ce n'est pas la bonne question. Il est clair qu'à de nombreuses reprises, la Chine, par exemple, aurait facilement pu faire ce qu'ont fait les conquistadors. Cheng Ho entreprit sa première expédition dans les mers occidentales en 1405. Et il effectua sa 7e et dernière expédition en 1433. Et après cela, il n'y en a plus eu.